refus par le service de la République démocratique d'autoriser certains outils que eux appellent outils de communication, mais aussi au niveau de cela, il y a un profil qui dérange. Le chef de cette délégation, qui est Martin Kobler, l'ancien représentant des Nations Unies ici, qui pour moi est un problème. Et c'est une information que je n'ai pas eu de la CENI, ça, au niveau de service. Seulement, la question, c'est en quoi le profil de Martin Kobler dérangerait. Je sais qu'ils ne vont pas le dire, mais en tant que journaliste, j'ai essayé de recouper un peu. Kinshasa évite cette délégation parce que Martin Kobler, c'est à la tête. Au-delà de Martin Kobler, Kinshasa pense que l'Union européenne ne vient pas seulement pour faire de l'observation, mais vient répondre aussi à un agenda. La preuve, avant qu'on arrive, Kinshasa a refusé de recevoir les lettres de créance de l'ambassadeur de l'Union européenne ici, parce qu'on estimait qu'ils étaient dans un schéma très compliqué. Avant, il y a eu des négociations ou autres, mais après, je crois qu'il y a eu une information que, de toutes les façons, dans mes habitudes, je vais faire un effort d'aller voir, mais je crois qu'ici, il y a deux problèmes. C'est-à-dire qu'il y a une crainte en interne avec l'organisation de l'Union européenne. Mais n'empêche qu'au-delà de l'Union européenne, il est possible que d'autres observateurs étrangers arrivent. Il y a plusieurs autres communautés. Mais quitte à savoir maintenant, est-ce qu'on pourra en avoir d'aussi tonitruants comme l'Union européenne? La question qui arrive parce que si, dans la logique des choses, il n'y a aucune crédibilité liée à cette institution-là, mais dans la mentalité congolaise, ou surtout des politiques congolais, le fait d'avoir l'Union européenne qui, de temps en temps, s'y joue à ce rôle-là de parrain au niveau des politiques, particulièrement aussi de l'opposition, pourrait c'est une source de crédibilité. Je comprends, mais le processus électoral est un mécanisme politique, il faut rassurer tout le monde. Je crois qu'à ce niveau ici, le travail sera au niveau de la CENI de pouvoir trouver un équivalent capable de faire aussi bien le travail que cette délégation de l'Union européenne, parce que je comprends aussi le Congo est dans une phase très délicate, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, si les... au-delà de cette casquette qu'on a toujours donnée au ténor de l'Église, d'être toujours du côté de l'opposition, mais lui, aujourd'hui, les gens lui collent une image de choisir un camp. Je crois que sa proximité avec l'ex-première dame, sa proximité avec certains cadres ou encore certains ténors du FCC a un peu dénaturé le jugement de gens sur base de ses propos. Moi, dans ce que Ambongo dit, il émet un avis. Moi, je n'ai pas de problème avec et je ne suis pas sûr qu'on doit arriver à une république où il faut taire les divergences, encore le point de vue des uns. Il est libre de le dire. On a commencé ces processus électoraux, beaucoup étaient sceptiques, moi y compris. Au fur et à mesure qu'on avançait, le mérite que je reconnais à Denis Kadima de pouvoir corriger, s'amender au fur et à mesure. Il ne faudra pas oublier qu'ils ont mis, je crois, plus d'une année avant de prendre les choses en main. C'est-à-dire, il a commencé son mandat en retard, ça c'est une certitude. Aujourd'hui, il y a des contraintes d'ordre financier. Il y a beaucoup de bémols, mais malgré cela, l'homme continue à tenir et continue à faire évoluer le processus électoral. Observer nos aînés. Nous avons vu ce qu'ils ont fait et nous avons vu ce qu'ils n'ont pas fait au sein des administrations, au sein des administrations publiques, tout ça. Et quand M. Diane l'a soulevé, que c'est une charge, oui. Une lourde responsabilité. Une lourde responsabilité que nous savons dans quoi est-ce que nous sommes engagés et nous luttons jusqu'à la fin que nous pouvons faire mieux. C'est-à-dire donner meilleur que ceux qui étaient avant nous, qui n'ont pas pu faire ce que nous attendait la population. La raison pour laquelle le jeune, nous aussi, nous sommes levés pour dire non, vous êtes les aînés, vous avez géré, oui, mais on n'a pas été satisfait de vos bilans, on n'a pas été satisfait de votre mandat, disons. Nous, le jeune, nous disons, remettez-nous le bâton et nous pensons que nous pouvons faire mieux que vous, c'est ça, c'est sûr. Merci d'être de nôtres pour ce nouveau Nice Express, amis fidèles téléspectateurs. Des invités sur ce plateau pour vous parler République. Eh bien, déjà, le candidat numéro 24, par exemple, je l'ai parlé plutôt d'Adolphe Muzito, qui hier avait entamé sa campagne ici à Kinshasa d'une manière un peu individuelle, parce que c'est vraiment de la proximité. Hier, il était à la circonscription de la Lukunga et de la Funa. Aujourd'hui, il était à la Tchangou et à Moamba. Question d'échanger avec la population pour en savoir un peu plus par rapport aux desiderata de ces derniers. Nous allons vous parler également des élections, d'ailleurs je l'ai dit, cette prise de position de l'abbé Cholet, de l'abbé Ambongo, du cardinal Ambongo, pardon,
qui continue à faire couler encre et salive. La CENI avait publié un communiqué demandant à la CENCO de se désolidariser de ces derniers. Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également de l'Union européenne qui pense se retirer par rapport à ces processus, les observateurs qui devraient venir pour travailler avec la CENI au point de surveiller les élections, eh bien, l'Union européenne se retire. Alors, quelle crédibilité pour les élections prochaines? Toutes ces questions seront évoquées dans cette émission où nous avons le plaisir de recevoir, c'est pour une première qu'elle soit de nôtre, c'est une dame, elle est candidate à la... elle est candidate au niveau de la commune de Lancélé, candidate conseillère communale, bien sûr. Elle s'appelle Keren Kitoko, c'est la première invitée qui est avec nous. Keren Okito, je m'excuse. Madame, bonjour et merci d'être de notre ce matin. Merci. Bonjour, Monsieur Guélor. Merci. Le plaisir est partagé. Je ne pense que ce n'est pas la dernière fois d'être dans votre plateau. Merci aussi pour l'invitation. Passant de votre introduction, je vais parler de quelque chose là concernant les cardinals Ambongo. Face à ces allégations, face à ces propos tenus contre la CENI. Alors, l'Église catholique dirigée par les cardinals ou encore l'archevêque de Kinshasa, cardinal Ambongo, c'est une église qui doit être... L'Église est une institution, l'institution comme l'Église doit être au milieu du village. Ils doivent premièrement laisser déstresser le président de la CENI, M. Kadima, qui par ses efforts ne se laisse pas berner face à ce critique de gens, malgré qu'ils ont débuté leurs travaux de l'aménagement du calendrier électoral en retard de 28 mois, si je ne me trompe pas. Et face à toutes ces allégations tenues par M. Ambongo, je pense que M. Ambongo ne doit pas être comme le prophète de Malher. Nous avons besoin des élections, nous avons besoin du changement, nous avons besoin de l'alternative. Pas de l'alternative. Au-delà d'être cardinal, c'est un Congolais, il a fait juste les observations. Ces observations, oui. Juste une manière de dire, mais sinon, c'est la question qui sera évoquée tantôt. Merci. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, vous êtes également cadre au sein de l'UDPS Kibasa. Merci d'être de nôtre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous l'avez aperçu, eh bien, c'est Gardi Diana qui est le deuxième invité reçu en qualité d'analyste politique, mais journaliste d'information. Gardi, merci d'être là et bonjour à vous. Bonjour Guélor, merci pour l'invitation et salutations à ceux qui nous suivent. Alors déjà, Madame a fait les premiers pas. Elle a parlé de ses propos tenus l'autre fois par le cardinal Ambongo, qui pense que les élections ne seront pas organisées dans les délais, d'après lui, même si la CENI est arrivée à organiser les élections, d'après les cardinals, ça sera des élections chaotiques. Qu'est-ce que vous en dites? C'est vrai, il y a des déclarations qui surgissent de partout, il y a des points de vue qui viennent un peu dans chaque coin, condamnant parfois Ambongo. Il y a de ceux-là qui pensent qu'il n'a pas tort, il a réfléchi en tant que citoyen, il a ému son point de vue. Mais sinon, comment vous analysez tout ça? Je crois que s'il faut rester dans le contexte, je ne vois rien de nouveau. Il ne faudra pas aussi qu'on soit allergique. L'Église catholique est aujourd'hui une force vive, sinon l'une des plus grandes de la société civile. Je crois qu'émettre un avis sur les questions électorales, je trouve assez normal. C'est pas aujourd'hui, ça date pas aujourd'hui, depuis toujours. On a cette forme de protagonisme entre l'institution électorale et l'Église. N'empêche qu'aujourd'hui, il y a quand même un bémol, c'est que dans l'image de Ambongo, au-delà de cette casquette qu'on a toujours donnée au ténor de l'Église, d'être toujours du côté de l'opposition, mais lui, aujourd'hui, les gens lui collent une image de choisir un camp. Je crois que sa proximité avec l'ex-première dame, sa proximité avec certains cadres ou encore certains ténors du FCC, a un peu dénaturé le jugement de gens sur base de ses propos. Moi, dans ce que Ambongo dit, il émet un avis. Moi, je n'ai pas de problème avec, et je ne suis pas sûr qu'on doit arriver à une république où il faut taire les divergences, encore le point de vue des uns. Il est libre de le dire. On a commencé ces processus électoraux, beaucoup étaient sceptiques, moi y compris. Au fur et à mesure qu'on avançait, le mérite que je reconnais à Denis Kadima de pouvoir corriger, s'amender au fur et à mesure. Il ne faudra pas oublier qu'ils ont mis, je crois, plus d'une année avant de prendre les choses en main. C'est-à-dire, il a commencé son mandat en retard, ça c'est une certitude. Aujourd'hui, il y a des contraintes d'ordre financier. Il y a beaucoup de bémols, mais malgré cela, l'homme continue à tenir et continue à faire évoluer le processus électoral. Je sais qu'aujourd'hui, on ne parlera pas, à moins que ça soit un processus électoral dirigé par le divin,
Les aléas, les erreurs techniques, ça arrive toujours autant qu'aux États-Unis. Pour une première fois, on a vu les Capitole être pris d'assaut pour des gens qui contestent les élections. Ça arrive. Et surtout, pourquoi pas pour nous, Congolais et Africains, où nous, en fait, le rapport dans les questions électorales ne sont pas forcément factuels, mais c'est des éléments parfois très subjectifs, qui tiennent compte des éléments de langage et beaucoup de facteurs. Je vous donne un exemple, parce que j'avais l'habitude de dire quand on a commencé ces processus électoraux, puisque cette CENI semble être ouverte, puisqu'il y a des cadres de concertation et des mécanismes de concertation, la meilleure façon de contraindre la CENI avec des arguments techniques, c'est de prendre part à différentes organisations qu'ils mettent en place. Le portes ouvertes, aller régulièrement au contact de la CENI pour que quand on viendra pour critiquer le processus, qu'on reste factuel et pas très politique. Or, chez nous, la plupart des arguments sont parfois d'ordre politique. Je vous donne un exemple. On est en pleine campagne électorale. Combien de candidats présidents de la République battent campagne? Il n'y a que deux. Il y a Tshisekedi et puis il y a Moïse Katumbi. Fayoulou tente aussi de faire quelque chose. Ça avait lancé les go, hein. Non, il ne faut pas dire la vérité. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'ancien Premier ministre, pour mon papa là, mais en réalité, cette campagne-là est télévisée. Je ne considère pas que ça soit une campagne digne de quelqu'un qui veut conquérir la fonction suprême de la République. Donc, en gros, vous comprenez qu'il y a beaucoup de difficultés et chaque politique évolue avec un agenda. Je disais au départ, beaucoup n'étaient pas prêts. La preuve, c'est qu'il y a des groupes qui se forment aujourd'hui pour aller porter plainte contre la CENI, pour vouloir exiger le report. Si la CENI aujourd'hui voulait vraiment trouver un moyen de reporter les élections, il y a beaucoup d'alibis, papa. Il n'a qu'à se servir de l'argumentaire des 9 de 25 candidats qui sont venus le voir pour dire qu'il faut reporter les élections pour telle autre raison. Et la CENI en sortira gant. Mais je crois qu'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas prêts à aller aux élections, c'est beaucoup plus les politiques. Les erreurs, il y en aura. La CENI a un calendrier très prisé, très serré, ça c'est une certitude. Ne qualifions pas les infractions avant les actes. C'est-à-dire il y a des délais. Par exemple, je chute par là, la grande question qu'on s'est posée même hors antenne, c'est la publication des listes des électeurs par bureau de vote. La loi le dit, ça se publie au moins 15 jours avant le vote. Donc je crois que légalement, encore du temps, donnons du temps à cette CENI-là et on verra. D'après vous, jusqu'ici, la CENI évolue bien. Je vais vous revenir. Évolue pas bien, mais jusque-là, je ne vois pas une contrainte des natures à nous empêcher d'aller aux élections. Madame Okito Keren, vous avez pris parole au départ pour soutenir, n'est-ce pas, pour condamner plutôt le propos du cardinal Ambongo. En même temps, la CENI demande, c'est comme si on demandait à Jésus-Christ de se désolidariser du Dieu le Père. Aujourd'hui, vous demandez à la CENCO, ou encore la CENI demande à la CENCO, de se désolidariser du cardinal. Pensez-vous que ça peut être possible ou encore pratique? Bon, passant de votre pensée ou de votre question, moi je dirais que, premièrement, je considère l'Église catholique ou encore la CENCO comme étant une institution divine, étant au milieu du village. Oui. Alors, le propos tenu par le cardinal Ambongo, ce sont des propos qui sont désolidarisants. Et moi, je pense que, étant le cardinal, étant un homme influent, comme vous venez de les considérer comme étant tout Congolais ou un chrétien, mais lorsqu'il a tenu sa parole, c'était dans une homélie du dimanche du Christ roi qui vient de se passer au cours de la semaine passée, le dimanche dernier. Oui. Voilà. Alors c'était dans son homélie, dans sa prédication. Étant un cardinal, oui, il a utilisé le profil des cardinals. Donc, mais d'après lui, il y a un flou qui est entretenu. Il pense que les élections ne seront pas organisées dans les délais. Même si la CENI arrivait à organiser les élections en soi, la crédibilité poserait problème. En tout cas, on en croit voir les avis qu'ils émettent en dehors de l'Église catholique, même c'est de l'opposition, qui pensent qu'il n'y aura pas des élections. Mais moi, je vous assure qu'il y aura des élections. Parce que jusque-là, nous n'avons pas vu un communiqué ou un correspondant venant de la CENI qui prouve à ce que les élections seront reportées. Malgré le retard connu de la nomination de la calendrier électoral, moi, je pense que la CENI est en train de travailler d'un arrache-pied pour nous donner pour organiser des élections qui sont crédibles, transparentes et apaisées. En passant de cela, je salue la bravoure en tout cas de Messier Kadima, coup de chapeau à lui, parce qu'il ne se fait pas laisser berner par tous ces avis de critique ou de négativité liés à son c'est vrai, c'est votre point de vue, on ne peut en aucun cas vous contredire, peut-être parce que vous êtes libre, mais vous avez parlé de la crédibilité. Oui, parlons-en.
La crédibilité. Aujourd'hui, l'Union européenne se retire. Je veux dire, les observateurs de l'Union européenne vont se retirer, ou encore ils sont retirés déjà. Alors, est-ce qu'on peut dire que la crédibilité y est dans ces processus? La crédibilité, oui, la CENI nous prouve dans sa correspondance qui vient de circuler tout à l'heure là au journal. Alors, je pense que les élections seront organisées dans le délai prévu. Et deuxièmement, les élections seront des élections crédibles, transparentes et apaisées. Alors, on ne doit pas se faire passer devant pour proclamer, s'auto-proclamer ou encore émettre des avis de négativité comme vous venez de le dire, le propos des messieurs cardinal Ambongo, vit des allégations ou le réticence de l'Union européenne, allais-je dire. Alors, je pense qu'on doit donner la chance à la CENI. Donner la chance à la CENI. Gardidiana, parlons de l'Union européenne qui s'y retire déjà en termes de crédibilité par rapport à ces processus. C'est vrai, est-ce qu'on peut dire que nous avons déjà l'expérience du fait qu'on a organisé déjà 3 fois de suite les élections, je parle des cycles bien sûr, est-ce que sans les observateurs de l'Union européenne, on peut faire foi pour dire que les élections seront bien captées? Il existe beaucoup de communautés capables de pouvoir faire ce travail-là. On a déjà eu ici tout à l'heure l'expérience avec l'OIF dans l'audit du fichier extérieur. C'était la même chose presque. Non, pas parce que la même chose. À ce niveau-là, le problème, c'est le prisme congolais, notre façon de voir les choses. La question qu'on devrait se poser, est-ce que la crédibilité du processus électoral est attachée à l'Union européenne? Je ne pense pas. Pour moi, la crédibilité est la résultante de la transparence pendant le processus électoral. La transparence émane de quoi? Émane du respect du déroulement du processus, mais également de règles établies. Alors, comment on définit les règles établies dès lors qu'il y a d'autres problèmes? Je sais que beaucoup de gens se reposent sur le quelques aléas techniques aujourd'hui, la difficulté de certains à revoir les duplicata de cartes qui se sont effacées et autres, mais je crois que la CENI a déjà mis les mécanismes en place pour pouvoir corriger ces histoires-là. Mais je crois que la plupart du temps, on fait aussi face à des agendas politiques. Vous parlez de l'Union européenne, je crois que moi, selon le nouvel en ma position, je crois que l'Union européenne s'est désolidarisée du fait du refus par le service de la République démocratique d'autoriser certains outils qu'eux appellent outils de communication, mais aussi au niveau de cela, il y a un profil qui dérange. Le chef de cette délégation, qui est Martin Kobler, l'ancien représentant des Nations Unies ici, qui pour moi est un problème. Et c'est une information que je n'ai pas eu de la CENI, ça, au niveau de service. Seulement, la question, c'est en quoi le profil de Martin Kobler dérangerait? Je sais qu'ils ne vont pas le dire, mais en tant que journaliste, j'ai essayé de recouper un peu. Donc, Kinshasa évite cette délégation parce que Martin Kobler sert à la tête. Au-delà de Martin Kobler, Kinshasa pense que l'Union européenne n'y vient pas seulement pour faire de l'observation, mais vient répondre aussi à un agenda. La preuve, avant qu'on arrive, Kinshasa a refusé de recevoir les lettres de créance de l'ambassadeur de l'Union européenne ici, parce qu'on estimait qu'ils étaient dans un schéma très compliqué. Avant, il y a eu des négociations et autres, mais après, je crois qu'il y a eu une information que, de toutes les façons, dans mes habitudes, je fais un effort d'aller voir, mais je crois qu'ici, il y a 2 problèmes. C'est-à-dire il y a une crainte en interne avec l'organisation de l'Union européenne, mais n'empêche qu'au-delà de l'Union européenne, il est possible que d'autres observateurs étrangers arrivent. Il y a plusieurs autres communautés, mais quitte à savoir maintenant, est-ce qu'on pourra en avoir d'aussi tonitruants comme l'Union européenne? La question de carrure, parce que si, dans la logique des choses, il n'y a aucune crédibilité liée à cette institution-là, mais dans la mentalité congolaise, ou surtout des politiques congolais, le fait d'avoir l'Union européenne qui, de temps en temps, s'y joue à ce rôle-là de parrain au niveau des politiques, particulièrement aussi de l'opposition, pourrait ser source de crédibilité. Je comprends, le processus électoral est un mécanisme politique, il faut rassurer tout le monde. Mais je crois qu'à ce niveau ici, le travail sera au niveau de la CENI de pouvoir trouver un équivalent capable de faire aussi bien le travail que cette délégation de l'Union européenne, parce que je comprends aussi, le Congo est dans une phase très délicate, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, si l'État congolais a pris l'option d'aller établir le poste d'attaché de la défense dans ses ambassades, c'est parce que la dimension sécuritaire est devenue un pan important, il ne faut pas négliger. Et nous sommes pendant le processus électoral. Aujourd'hui, il faut faire attention. Il ne faut pas que le processus électoral soit un alibi pour qu'on s'endorme et que finalement, nous subissons de coups post-électoraux. Donc je crois qu'ici, le service nous dit peut-être pas tout,
Je crois qu'il y a un problème dans le tandem, dans le rapport entre Kinshasa, particulièrement le service de sécurité et autres, parce que parmi les observateurs, je crois que je connais beaucoup d'amis qui ont été recrutés, des amis très intelligents comme Christian Moleka et des autres sur qui je ne doute pas. Mais en fond, ce n'est pas des individus qui font le travail, c'est un corps. Et je crois qu'à ce niveau-là, on va essayer de creuser pour savoir qu'est-ce qu'on reproche. Je sais comment Martin Kobler est parti en disgrâce avec Kinshasa. On lui a reproché beaucoup de choses, notamment avec les infiltrations de la connivence de forces des Nations Unies à son époque, avec les différents mouvements M23, même s'il a le mérite d'avoir fait évoluer le mandat de la brigade spéciale, qui nous a aidé aussi à arriver au bout de M23 en 2013. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a quelques péripéties dans l'approche sécuritaire qui fait que le refus, le contrainte imposée à certains lots ou à certains éléments de l'Union européenne ont fini par agacer ce regroupement-là qui a fini par se désister dans le processus électoral, mais on aura le temps de mais vous amener... ces refus ou retrait de l'Union européenne, est-ce que ça pourrait impacter sur les élections prochaines? C'est vrai, vous avez dit que la crédibilité ne va en aucun cas provenir de l'Union européenne, mais du moins, du fait qu'ils se sont retirés, est-ce que ça peut impacter sur... Je dis ceci, ça peut impacter si on ne trouve pas d'équivalent. C'est-à-dire, le paternalisme extérieur est très ancré dans l'ADN des politiques congolais. C'est-à-dire, pour eux, quand il y a une Union européenne, c'est-à-dire qu'il y a une forme de confiance, particulièrement l'opposition. La preuve, voyez ce qui s'est passé avec l'audit du fichier externe, alors que la CENI a fait exactement la même procédure que l'EIF a fait. Il n'existait pas de cabinet spécialisé dans ça. Même quand vous donnez à l'EIF porte le projet, mais va recruter des experts. Vous vous rendez compte que le politique ne s'attaque pas à la qualité des gens qui ont mené l'audit, au-delà du fait que Fayulu a dit à un moment, ce sont des amis des Kadima. Oui, mais quand tu es expert pendant tant d'années, tu as un réseau, c'est logique. Mais au-delà de ça, personne n'essaie de remettre en question la qualité de ces gens. Le problème, c'était on est attaché au corps. Non, jusqu'ici, il y a certains opposants qui continuent à remettre en cause. Non, ils remettent en cause le processus parce qu'on est attaché au corps, à l'enveloppe, pas au travail de fond. Ils sont attachés à l'EIF, mais il faut leur dire que même l'EIF faisait exactement la même chose. Lancer un appel à candidature, recruter des experts qui venaient faire le travail. C'est exactement la même chose. Donc en gros, nous, on est attachés à ces valeurs-là. Et cet esprit paternaliste, pour nous, est bonne élection, une élection parrainée par la communauté internationale. C'est pourquoi je dis à la CENI, pour ne pas donner de béquilles aux gens, si l'Union européenne n'arrive pas, il faut trouver une organisation équivalente, capable de faire ce travail-là, mais aussi pouvoir rassurer cette opposition, parce qu'en fin de compte, il ne faudra pas qu'on frustre ces gens pour leur donner des alibis, parce que c'est des gens, beaucoup d'entre eux travaillent sur les éléments de contestation, parce qu'ils n'ont ni moyen de battre campagne, ils savent qu'ils n'ont aucune chance de pouvoir gagner. Donc la contestation, c'est le seul résultat qu'ils attendent. Mais la manière dont les choses se dessinent, ça craint. Est-ce qu'elles seront organisées dans le délai ou pas? On parle des élections. Si vous parlez de question de délai, ouais, laissez-moi vous le dire. Je crois que peut-être naïvement, jusqu'à preuve du contraire, je ne vois aucun élément de nature à nous empêcher d'avoir les élections. De parler. Donc, en gros, ici, tout dépend de la CENI. Si jamais on arrive le 20 et qu'il y a un couac, ben, la CENI nous aura tous derrière son dos. Mais jusque-là, je ne vois rien de nature à nous empêcher d'aller aux élections. Madame Keren, vous êtes candidate? Vous êtes candidate à la commune de Lancélé, comme conseillère communale. Pour ceux-là qui vous suivent, je souhaiterais d'abord avoir des éclairages. Les buts, c'est quoi? Sinon, être conseillère communale, ça sera pour jouer quel rôle? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Bon, merci. Parlons des élections de municipalité. La municipalité représente la commune. Alors, les élections municipales, depuis l'époque de Belge, en 1957, le 8 décembre, qu'il y a eu de lois organisées ou de lois entrées en vigueur pour voter les conseillers municipaux qui seront là pour contrôler le bourgmestre, qui seront là pour voter de budget dans leur niveau local pour améliorer la situation, disons, de la dite commune, de leur commune. Voilà. Alors, nous étant jeunes, nous sommes tenus devant vous. C'est un message que je vais passer premièrement à la population. Vous me posez la question de répondre. Pourquoi candidate? Oui, candidate, on se tient devant vous, devant la population, pour passer un message très fort. Quel est ce message? La population de Lancélé qui m'écoute,
et la population de la ville, province de Kinshasa en général, cette fois-ci, nous avons un choix. La population a un choix à faire et ce choix sera le 20 décembre. Étant candidate, je me tiens devant vous pour représenter la commune de Lancélie. Mais pourquoi la commune de Lancélie? C'est une commune très enclavée. C'est une commune dirigée par des bourgmestres, oui. Mais nous ne voyons peut-être pas aucun effort que les bourgmestres sont en train d'aménager pour améliorer la... Aujourd'hui, vous dites ça, c'est bien beau. Demain, une fois élu, eh ben, vous êtes dans l'antichambre du bourgmestre et puis il n'y a plus rien. Non, c'est question de volonté et nous savons dans quoi est-ce que nous nous sommes engagés. Nous savons dans quoi est-ce que nous nous sommes engagés et nous allons lutter jusqu'à la fin. Nous allons garder cet objectif et nous allons lutter jusqu'à la fin. En tout cas, bon courage. Je vais vous revenir. Gardi, il y a une question en rapport avec l'opposition. C'est vrai, j'ai suivi pas plus tard que ce matin, c'était hier, je crois, Denis Mukwege, qui, à son tour, pense que la candidature commune au niveau de l'opposition, ce n'était pas à l'ordre du jour. Ils étaient en Afrique du Sud, certes, mais c'était pour échanger tout autour d'autres questions, non pas la candidature commune. Ce qu'a fait Katumbi, on croit Mukwege en tout cas, ce n'est pas ce qui était prévu et que Katumbi a essayé à sa manière de dribbler et les autres. Sinon, est-ce que Katumbi est dans le jeu de faire mal aux autres ou bien l'idéal serait de s'aligner derrière lui pour faire mal peut-être à Tshisekedi? Je ne pense pas, c'est pas question, c'est pas l'idée de faire mal aux gens. C'est-à-dire, on est sur l'arène politique. Je crois l'avoir déjà dit plusieurs fois. Il y avait trois têtes qui me paraissaient inconciliables sur cette approche de la candidature commune. Il y avait Martin Fayoulou et il y avait Mukwege. J'ai donné des raisons pourquoi, et surtout Moïse Katumbi aujourd'hui. Katumbi a longtemps rêvé de ce poste de la présidence de la République, surtout des challengers, après avoir été pourchassé presque par le régime passé. Et quand, pour la première fois, il a la chance d'être candidat président de la République, je vois mal Moïse Katumbi pouvoir désister en faveur de quelqu'un d'autre. Pour plusieurs raisons. D'abord, je crois que l'ambition que nourrit Moïse Katumbi aujourd'hui ne reste que la présidence de la République. Il a été allié à l'Union sacrée où le porte de la primature était grandement ouverte. Il n'a pas pris. Pour des raisons que lui seul sait, mais nous, on estime que parce qu'il estime aussi que techniquement, ce n'est pas un rôle pour faire, il ne va pas se démystifier en étant Premier ministre. Mais au-delà de ça, sur le contexte politique, Martin Fayoulou fort de son rang de 2018, des challengers directs de Félix Tshisekedi, lui, par contre, vit encore dans sa bulle, en fait, dans son monde, dans le passé. Il se considère en tant que tel, mais en réalité, cette force-là, il n'en a plus. Il a perdu comme président élu. Par manque de cohérence dans ses éléments de langage, par sa posture. Il n'a pas évolué avec. Et finalement, je crois que la procuration qu'il a eue de par ses pairs au niveau de Genève a fini par être un peu trop lourde. Aujourd'hui, la question, regardez les CID. Les CID devraient être l'un des partis les mieux organisés. Mais regardez comment c'est. Si vous regardez la tournée de Fayoulou, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Non, je vous dis ici, vous n'avez pas sous-estimé Martin Fayoulou. Il y a toujours de Marie-Hymène. Fayoulou arrive à drainer la masse derrière lui. Mettons-nous d'accord. C'est Martin Fayoulou. Il y a des gens qui viendront le voir, mais quand vous dites marée humaine, en tout cas, à moins que vous me le prouvez, j'ai vu des gens qui sont partis là-bas. Katumbi fait mieux que lui. Avez-vous vu les images? Katumbi fait mieux que lui. Kisangani, c'était... Je dis bien, Katumbi fait mieux que lui. Ça, c'est une certitude, ce qui ne devrait pas être. Et au-delà de ça, Denis Mukwege est arrivé en politique non pas par sa propre volonté, mais parce qu'il a été poussé par un groupe de parrainage qui est arrivé. Le Français, on a vu un ballet diplomatique ici, la France, François Hollande et autres. Ah, donc c'est lui le candidat de l'étranger? Candidat de l'étranger, mais de la communauté internationale, je préfère le dire. Et au-delà de ça, en fin de compte, se rendant compte des enjeux, le même parrain, je parle de Mo Ibrahim et du groupe Soros et le reste, c'est des gens connus, il n'y a pas un secret de polichinelle dans ça, se sont rendus compte que finalement, dans ces dynamiques ici, il serait plus cohérent d'avoir une candidature commune pour contrer, parce que de manière dispersée, ils n'ont pas de chance. Or, la plus grande difficulté, c'était de pouvoir mettre de côté les égos des uns et des autres pour pouvoir trouver une candidature. Ils ont envoyé des émissaires en Afrique du Sud pour discuter. Il fallait qu'il y ait une deuxième rencontre pour cette fois-là, ensemble, désigner un candidat commun. Mais malheureusement, Moïse Katumbi a sauté premier. C'est la politique, ce que vous voulez. Il joue sa carte
La politique, c'est pas l'Église catholique, faut pas chercher la bonne foi là-bas. Il a sauté premier parce qu'il savait qu'il avait des challengers importants comme Mukwege qui pouvaient être au-delà dans la dynamique externe et interne. Bon, interne peut-être non, mais dans la dynamique externe, Mukwege pouvait facilement mener un lobbying pour avoir cette place-là de candidat commun. Et heureusement, Moïse Katumbi, ou malheureusement, a fait parler ses contacts à l'extérieur, mais au-delà de ça, a fait parler sa malice. Il est allé vite en besogne, il a essayé de déstabiliser, déjà débauché 2, 3, 4, 3 candidats. Question de lancer déjà un message. Vous qualifiez cela de débauchage? C'est du débauchage. Vous savez pourquoi c'est du débauchage? Parce que quand on entre dans une dynamique qu'on sait convient, vous ne pouvez pas engager une dynamique de manière isolée pour aller attirer d'autres candidatures. C'est la mauvaise foi qui a dérangé Denis Mukwege. Mais en fin de compte, je vais dire la vérité au groupe de Mukwege. Je sais qu'ils ne vont peut-être pas l'accepter, mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Mukwege était un plan B de cette communauté internationale en cas d'empêchement de la candidature de Moïse Katumbi. Okay. Quand Katumbi est là, ce réseau-là soutient Katumbi, malheureusement. Tout est clair. Tout est clair, en fait. Et je crois qu'il s'est rendu compte de cette situation, mais il ne peut pas se voiler la face. Il ne bat presque pas campagne, mais après réflexion, il s'est dit, si j'ai m'aligné derrière Katumbi, pour un outsider comme lui, sa carrière politique est finie. Il va se contenter à rester à jouer le second rôle. Or, il est venu avec sa notoriété, il ne faut pas oublier. Quand on est prix Nobel, c'est peut-être l'homme le plus respecté de la République. Et c'est ce qu'on dit, c'est un bleusaille. C'est ça la vie politique. Il a été bleui, oui. Malgré ses titres de prix Nobel de la paix, mais il a eu un bleu, contraint à aller. Alors, on va voir comment ça se passe. C'est ça la vie Madame politique vous avez dit tantôt que les jeunes, la jeunesse ou encore le jeune ont un choix à faire, c'est le 20. D'aller voter, de faire un bon choix, mais en ce que je sache, vous soutenez déjà le numéro 20, qui est votre candidat, sauf si je m'abuse. Ces derniers, à chaque fois qu'il passe, nous avons comme l'impression qu'il a peur d'autres candidats. Il qualifie ces derniers les candidats de l'étranger. Il a dit que si la confiance serait renouvelée vis-à-vis de sa candidature, ça sera une bonne chose. Dans les cas contraires, ça sera répartir à zéro. Est-ce que répartir à zéro là, que peut-on nous comprendre? Est-ce qu'il n'a rien fait? Est-ce qu'il avait trouvé quelque chose? Quand il parle de répartir à zéro, c'est pour comprendre quoi? Et quand il demande un autre mandat, un second mandat bien sûr, c'est pour faire quoi qu'il n'a pas pu faire pendant ses premiers quinquennats? Bon, je pense que le chef de l'État, le jour du lancement de sa campagne au stade de Martyr, il a été assez clair. Entre en quoi, partir à zéro et consolider des acquis, c'est un message très fort. Arrivé au pouvoir, moi je dirais que le chef de l'État a trouvé, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, a trouvé la République ou encore le pays dans un état chaotique. Ah bon? Eh bien, moi, je dirais que... Gardi est là, je pense qu'il va y revenir. Moi, je dirais l'état que chaotique. Les chefs de l'État, il y avait... Les pays étaient entiers, ça vous savez au moins. Disons, il y avait plus de choses qui ne marchaient plus. Moi, je dirais que le blocage encore, il y a des choses qui ne marchaient plus. Et nous avons vu quand même la volonté que le chef de l'État a mise pendant ou au cours de son mandat, malgré le blocage, malgré quoi que ce soit, mais nous avons vu la volonté que le chef de l'État a eu au cours de son mandat. Et nous pensons que répartir à zéro, comme les gens veulent ou le disent, que le chef de l'État n'a rien fait. Alors, et consolider des acquis, c'est-à-dire continuer avec ce que nous avons commencé, avec ce que nous avons fait. Cela ne veut pas dire que l'on n'a rien fait, ou encore pendant les 5 ans, rien ne s'est fait. Mais consolider les acquis, les succès qu'on a fait là. Dans 5 ans, disons, on ne peut pas changer le pays par un bâton de coups magique. Non, même pas. On ne peut pas changer le pays dans 5 ans, même si c'était vous. Je ne pense pas que, étant président, dans 5 ans, tout peut changer en République démocratique du Congo. Mais ça nécessite de la volonté. D'où je vois en République démocratique du Congo, le pouvoir est en quelque sorte la constitution là de partager. Le pouvoir est de partager, le pouvoir est décentralisé. La raison pour laquelle nous voyons de bourgmestres, nous voyons de présidents des assemblées nationales, nous voyons de gouverneurs de la ville, pour dire chacun a sa part de responsabilité. D'où nous étant jeunes, le jeune consciencieux, nous voulons éveiller la conscience peut-être de la population. La population doit se prononcer, ou encore je pense que la population doit faire un choix. Faire un choix. Et le message de son Excellence est un message très fort.
Alors, regardez, la même question hein, par rapport à ce qu'avaient dit les chefs de l'État. Consolider les acquis ou bien repartir à zéro. C'est vrai, ça fait jaser. Hein, il y a des ceux qui souhaiteraient comprendre quand il dit repartir à zéro parce qu'il n'a rien fait, parce qu'il n'a rien trouvé quand il était venu. Ou bien, comment vous, personnellement, vous avez compris ou analysé ce genre de propos? Merci. Je crois que c'est un problème sémantique. Quand il dit repartir à zéro ou consolider les acquis, il existe une règle sacro-sainte dans la gestion de la République, c'est la notion de la continuité de l'État qui est gérée par... C'est pourquoi l'État, des auxiliaires comme l'administration, qui sont des vrais gestionnaires au quotidien. Je crois que quand il parle de consolider les acquis ou repartir à zéro, il est dans la mentalité congolaise. C'est quoi? Parce que quand Brandon quitte le pouvoir, Gueuleur qui arrive après estime que tout ce que Brandon a fait, rester dans la continuité de ce que lui a fait, ça serait lui donner du crédit et de la notoriété. On est dans ce qu'on appelle un éternel recommencement. Pas forcément dans l'évolution de choses, mais dans les politiques de développement. La preuve, il a existé un programme national de développement social, un PNSD, où l'État congolais, depuis des années, a envoyé des gens de l'intelligence aller apprendre pour venir construire une intelligence adaptée à la République démocratique du Congo. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces programmes-là? Vous verrez que même des éléments, des principes de base changent en fonction des visions des uns et des autres. Alors, pour lui, au-delà de ça, il a estimé que j'ai fait 5 ans, oui, j'ai eu des problèmes, il y a des choses, c'est-à-dire il y a un goût amer de n'avoir pas fait certaines histoires, Qu'est-ce que vous particulièrement. estimez, ou vous estimez quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce qu'il avait fait à Kabila, en pensant que Kabila avait laissé rien et qu'il fallait recommencer tout à zéro. Ça n'a rien à voir. Si vous avez entendu ce que j'ai dit, ce n'est pas question de ne rien faire. Ce n'est pas question de rien faire. La question, c'est de pouvoir implémenter une vision. Non, vous avez si bien dit, pour ne pas donner du crédit à la personne qui était bien avant vous. Je vous ai parlé de la mentalité. Oui. La crainte, c'est que celui qui arrive après décide de remettre en question la plupart des chantiers, parce qu'il ne faut pas oublier, je vais être très sincère avec les gens. Le projet 100 jours, c'est ce qu'il avait trouvé? S'il vous plaît. C'est le projet de Kabila? Laissez-moi finir. Et ceux des moutons, c'était initié par le régime Kabila? Ce que vous voulez dire, peut-être? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ça, c'est ce qu'il y a dans votre tête. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Dans la notion de continuité, je vais vous prendre 2 secteurs pour que vous le compreniez. La notion de la continuité, mais dont la vision diffère. Kabila arrive, de 2006, dans la Constitution, on rentre dans l'origine de l'accès gratuit et obligatoire de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Mais quelle est la vision de l'époque? Parce qu'on est resté dans les principes, il nous faut autant d'années, autant de moyens directement pour pouvoir y arriver. Or, lui, il arrive avec les mêmes statistiques, parfois avec un budget qui tanguait à la limite. Il estime que, au regard de la nature de l'État congolais, s'il faut y aller, je crois que c'est maintenant qu'il faut y aller, peut-être en naviguant à vue. Mais le problème, c'est que se bonifier du jour après le jour. On aurait donné encore le mandat à Emmanuel Ramazani Chadari. La question de la gratuité allait peut-être intervenir à l'horizon 2025. 2025, pas 30, 2025. Parce qu'au regard des stats. Je prends un autre secteur. Le nouveau code minier. C'est-à-dire que c'était aussi un dossier très, très dangereux, un terrain glissant. Donc, vous parlez d'un terrain glissant, moi je vais vous donner le contraire. Pour moi, il était temps qu'on quitte cette politique d'attraction parce qu'on avait déjà un marché, un potentiel reconnu sur le plan mondial, il fallait qu'on en profite. C'était bien. Mais le problème, c'était dans les périodes, c'est-à-dire l'opportunité et la faisabilité. L'appliquer mal aurait engendré des départs à gauche, à droite, parce que la plupart des gens ne savent pas aujourd'hui que quand on parle aussi des problèmes d'hydrocarbures, Total n'exploite plus le pétrole congolais. Total vend le pétrole qu'il exploite en Ouganda depuis 2019. Vous comprenez? Et quelles sont les conséquences? Revenons sur un plateau économique, je me sens très à l'aise, on reviendra sur les détails. C'est pour vous dire que dans les questions de la gestion de la République, on peut rester sur le même angle, mais les visions diffèrent. Or, lui veut faire les choses d'une certaine manière, il estime que s'il part maintenant, ça restera lettre morte parce que quand on est un Congo, qui est un chantier qui date de plus de 60 ans, le peu de réalisation que vous pouvez faire en 5 ans, c'est heurte à la grandeur du chantier. Il estime que pour lui, par exemple, mais dans le chef de Félix Tshisekedi, son plus grand souci, c'est quoi? Tu vois la politique sécuritaire qu'il a mise en place. Il avait déjà dit, il ne se sentira jamais président tant qu'il n'a pas résolu le problème de l'Est. Et il estime qu'après avoir posé les jalons... Non, vous avez su, madame, elle a dit très bien que Fathi avait trouvé une nation presque morte. Hein.
Bon, c'est un point de vue, je vais y revenir. Donc, je crois que sur l'approche sécuritaire, il a mené d'autres réformes en interne. Regardez même dans la gestion de cette question de l'Est, les approches diffèrent. Il veut aller jusqu'au bout de sa logique, ce qui fait qu'en 5 ans, il n'a pas fait. Il demande un 5 ans peut-être pour aller jusqu'au bout. Donc, si vous prenez dans ce sens-là, vous verrez qu'il y a cette envie-là de pouvoir aller jusqu'au bout des armatures implantées pour pouvoir avoir, si cette manière différente de faire les choses peut apporter des résultats, contrairement à d'autres méthodes utilisées autrefois. Les méthodes du genre, autrefois, on a fait des concessions économiques, on a cédé des parts minières à nos voisins et à ces forces qui les exploitent. Malheureusement, on n'a jamais résolu le problème de la paix. Même militairement, quand on est arrivé au bout du M23, on nous a contraints à aller autour d'une table. Et aujourd'hui, c'est ce que le monde veut. Les États-Unis nous contraignent à aller négocier avec le M23. Et lui ne veut pas, veut changer de paradigme. C'est pour vous dire qu'il y a toujours des choses qui se diffèrent, et c'est à ces niveaux-là qu'intervient la consolidation. Il y a eu une méthode utilisée depuis longtemps. Moi, je change, je utilise une autre méthode. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma logique et voir si on peut sur ce point, sincèrement, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Quand vous dites que consolider les acquis, sur le plan sécuritaire avec les M23, c'est vrai, le monde entier nous pousse à aller échanger, à aller se retrouver autour d'une table avec le M23, alors que Kinshasa reste ferme. On a négocié plusieurs fois, ça n'a jamais apporté. C'était sans succès. D'où il faut changer de paradigme. Il faut voir les choses différemment. En tout cas, là, vous n'avez peut-être pas tort. Mais sinon, madame, vous soutenez le numéro 20, c'est votre choix. Vous avez dit qu'il avait trouvé une nation presque morte. Ah, je pensais que j'allais répondre à cette question. Ah, d'accord. Je vous passe 2 secondes alors. Bon, en 2 secondes, une nation chaotique? Non, c'est pas ça. C'est pas une nation chaotique, mais il faut reconnaître qu'on était dans une période, dans une phase descendante. L'État congolais avait évolué, mais prenait une tangente très dangereuse. Parce qu'il ne faut pas oublier. Au-delà des contextes, le contexte économique congolais est un contexte pris en sandwich par les forces extérieures. Le Congo, je l'ai toujours dit, est une économie dépendante. Le Congo a des enjeux que vous prenez l'ensemble de l'Afrique australe réunie. Ce n'est pas le Congo. Le Congo, quand les autres regardent le Congo est considéré comme étant la réserve mondiale. Le Congo est considéré comme l'économie de demain des grandes puissances. Parce que personne ne nous laissera tranquille à ces niveaux-là. Or, quand vous parlez de que le Congo était chaotique, non, le Congo n'était pas chaotique parce que la preuve lui-même, quand il est arrivé, quelle était la première déclaration? Il dit: j'ai trouvé une armée très structurée, contrairement à ce que je pensais avant. Il y a eu des points de l'État qui marchaient. Il y a eu d'autres points qui marchaient. C'est comme je vous ai dit, le Congo même en 10 ans... C'est ce que j'ai dit, le Congo même en 10 ans, le pays est toujours entier. Ah ben non, il y a certains faire une part des choses entre... Il y a certains coins où on n'a pas le contrôle. Attendez, il faut le dire clairement. C'est une forme de balkanisation qui n'est pas son nom. Non, mais écoute-moi. Le Congo, depuis maintenant plus de 2 décennies, a un sérieux problème de l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire. Le contexte diffère peut-être, mais le Congo a toujours eu ce genre de problème, et je crois que c'est vers là qu'il faut aller. C'est également votre dernière prise de parole, on va boucler de ce côté. 2 secondes, un guise de conclusion, parce que nous allons chiter avec madame. Ben, en conclusion, je crois que puisque j'ai eu la chance d'avoir une candidate des élections municipales, je vais leur rappeler, moi je suis très intéressé. J'ai toujours dit aux gens, moi, je ne suis pas intéressé par un poste de député, moins encore de ministre, mais le poste de gouverneur m'intéresse moins. Des bourgmestres, pardon. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas et ne comprennent pas. Les municipalités aujourd'hui, avec l'esprit de la décentralisation, c'est des gens qui sont capables de faire des choses. Le Congo, le développement du Congo, particulièrement des villes comme Kinshasa, doit partir de là. Si on va dans l'idée d'organiser les élections municipales, c'est pour renforcer le contrôle et mettre en place des visions cohérentes. Mais là encore, il n'est pas le problème. Le problème, c'est la qualité. Je ne vais peut-être pas choquer madame. J'estimais qu'au regard de la taille du travail qu'il y a en interne, il fallait des vertébrés. Mais n'empêche que dans la mixture, si on peut avoir des vertébrés de jeunes, parce que le travail dans le comité, c'est un travail colossal, c'est un grand travail plus que le travail d'un ministre. Les ministres vont trouver des charpentes, des structures déjà établies. Il fera une remise et reprise, il y a un travail qui a commencé quelque part, mais cette fois, les conseillers municipaux vont commencer tout à zéro. Tout à fait. Et à ce niveau-là, il faut vraiment beaucoup de la rigueur. Je crois que le Congolais, vous connaissez que l'élection municipale, les élections à Mapapa, détrompez-vous. Alors dans la forme de l'État congolais, c'est de là que doit partir le vrai développement. C'est-à-dire, si on doit avoir des bons techniciens, c'est à ces niveaux-là. C'est à ces niveaux-là où il faut bander l'agnon, il faut tomber politique à développement. Il faut capter les financements qui viennent des différents organismes, et Yakao et Zonga.
comme les Nations Unies. Dans la bilatéralité, dans le jumelage avec les communes, il y a des fonds qui viennent pour des politiques de développement, mais le coup, à côté. Il y a un grand travail à faire et le développement du Congo commence par là. Merci Gardi Diana, merci d'être venu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Toujours un plaisir. Partie remise, hein, comme toujours, on peut vous retrouver prochainement. Madame Keren, Okito, vous avez suivi, hein, c'est une lourde responsabilité. Vous êtes jeune, l'expérience vous en avez, ça je ne sais pas. Mais toujours est-il que ce n'est pas du blabla, ce n'est pas facile, hein, être élu, désigné comme si elle reste ce qu'elle a conseiller présenté sur le communal. plateau, on lui donne toutes les chances, mais il ne faut pas qu'elle aille changer des costumes après comme les députés provinciaux. Apparemment, elle ne changera Merci pas. beaucoup. En guise de conclusion Rassurez-vous que je également, ne vais pas changer. en guise de conclusion en même temps, vous allez regarder la caméra qui est devant vous, vous allez échanger avec vos électeurs, ceux-là plutôt qui auront le temps d'aller vous élire ou encore vous voter. 5 minutes et c'est par là qu'on va se quitter. Merci beaucoup. Comme vous avez parlé de l'expérience. Ah, L'expérience, c'était, oui. d'une manière survolée. Ah hein. bon, vous avez soulevé que vous ne savez pas si l'on en a. Mais sauf que les expériences ne doivent pas continuer, ne doivent pas... Bon, excusez. Je disais les expériences que nous avons acquises, c'est par rapport à notre observation. Nous avons observé nos aînés, nous avons vu ce qu'ils ont fait et nous avons vu ce qu'ils n'ont pas fait au sein des administrations, au sein des administrations publiques, disons. Et quand M. Diane l'a soulevé, que c'est une charge, oui. Une lourde responsabilité. Une en lourde tout cas. responsabilité que nous savons dans quoi est-ce que nous sommes engagés et nous luttons jusqu'à la fin que nous pouvons faire mieux. C'est-à-dire donner meilleur que ceux qui étaient avant nous, qui n'ont pas pu faire ce que nous, l'on attendait la population. La raison pour laquelle les jeunes, nous aussi, nous sommes levés pour dire non, vous êtes les aînés, vous avez géré, oui, mais on n'a pas été satisfait de vos bilans. On n'a pas été satisfait de votre mandat, disons. Et nous, les jeunes, nous disons, remettez-nous le bâton. Et nous pensons que nous pouvons faire mieux que vous. C'est ça, c'est sûr. Et ça ne sera pas du tâtonnement en tout cas. Ouais. C'est bon. Pardon? Ça ne sera pas du tâtonnement, oui. Hein. Ce n'est Nous pas faisons du foi. tâtonnement. Non, De toutes les façons, elle t'attoie en tant que conseiller extérieur, donc de temps en temps, tu seras là pour l'aider, n'en faites pas. En tout cas. Madame, ensuite, oui, il y a nos amis d'un CELE qui vous suivent. Voilà, CELE. Voilà. La CELE disait aujourd'hui que c'est une commune très enclavée. Tout à fait. Voilà, on a lingala pour Très Bayoka. enclavée. Donc, Bah, je maman, on vais a le faut dire en Bayoka. lingala pour qu'ils entendent quand même. Pas de problème. Malgré le lingala est un peu compliqué ou difficile. Pour Gaïna, disons, tous en je denge vais mokoloba utiliser kaka. combiner Oui, le andambo bon wana français. loba. Alors, na koloba message pour na ba maman et en CELE. Ne vous laissez pas faire, premièrement. Et ne vendez pas l'avenir du pays par un 10 000 francs, un 5 000 francs que l'on va vous donner, un député ou que ce soit va vous donner. Vous ne savez pas, à cause d'un 10 000 francs dont vous recevez, aux oui, et puis, ok, au voté, ils ont à venir et à lobby. Donc, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est en quelque sorte une construction pour l'avenir de demain. Même de nos enfants, j'interpelle le maman, j'interpelle aussi le jeune surtout, qui pense que ce sont les aînés qui doivent toujours gérer, mais nous aussi, les jeunes, on peut faire mieux en se référant des erreurs que nos aînés ont commises. Et nous sommes peut-être la génération de la classe politique qui vont essayer de corriger d'autres choses, corriger d'autres erreurs. Et nous sommes convaincus que nous ferons mieux. Le maman d'un Célebozo Yokangai, en chitant, les mamans d'un Célebozo Yokanga, papa, jeune, bilingue, il est temps. Biso o to telemi liboso na bino conseillère communale pour na kosenga na bino bozala éveillé bo mitikate bo se laisser faire péter. En tout cas, levez-vous, soyez éveillés. La décision revient à vous. La décision revient à vous parce que quand vous partez voter, soyez conscients. Soyez conscients que ça en dépend, l'avenir du pays en dépend en tout cas. Et je vais passer mon numéro de téléphone. Avec plaisir. Non, soit votre numéro de vote, c'est quoi? Mon numéro de vote, c'est 728, candidate conseillère communale, Pandjeka, Okito, Keren. Voilà. Pandjeka, Okito, Keren, 728.
28. communes Alors, de Lancélé, c'est ça? Commune de Lancélé. La Célé, c'est une commune qui est considérée comme un plaidoyer pour nous. Nous allons plaider la cause de Lancélé, le problème de l'eau, les routes sont enclavées, le problème de l'infrastructure, de l'électricité. Il y a certains quartiers dont on peut dire depuis la création du monde, il n'y a même pas du coup des électricités, il n'y a même pas l'électricité, Voilà, ni le courant, pour ni l'énergie. Vous allez commencer vraiment à zéro. Ni les infrastructures, imaginez tout ça, alors qu'on a un bourgmestre qui a une part de responsabilité au sein de la commune ou au sein de cette entité locale pour faire mieux. Merci encore, bonne chance à vous, Madame Keren Okito. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Gardi, merci pour la disponibilité. Toujours un plaisir. Partie remise, hein. Très il y a un programme tantôt là après. Merci Diana, ouais. C'est la fin de cette émission. Merci à Brandon d'être là, merci pour la réalisation. Merci à Aimé Cyprien Dionzo, donc je vais dire merci plutôt au professeur Gabriel Kouamaba, qui en même temps est candidat député au niveau du Bagata, c'est le numéro 154, hein? 154 pour Bagata. Merci beaucoup au Gabriel Kouamaba. C'est la fin de cette émission. Merci Guillaume Dinga, merci Brandon. Bon tour du programme, on vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Déjà la rediffusion, c'est à 18h. Et bon tour du programme. Merci une fois de plus.